Dans cette nouvelle vidéo du cours d'histoire de première. Nous allons traiter du thème de la Première Guerre mondiale et plus particulièrement dans cette vidéo des origines de la Première Guerre mondiale. Alors vous voyez en haut à gauche Raymond Poincaré, le président de la République française, en dessous de lui le tsar Nicolas II, le tsar de Russie, et en dessous de Nicolas II, Lord Asquith, qui est le Premier ministre britannique en 1914. À droite, vous avez Guillaume II, le Kaiser, l'empereur d'Allemagne, et en bas, François-Joseph, l'empereur d'Autriche-Hongrie. Puisque tout le monde est là, commençons. Alors, le sommaire tout d'abord. Au sommaire de cette vidéo, nous verrons les rivalités européennes, puis la constitution de deux blocs antagonistes que vous retrouvez sur la carte à droite de l'écran, et puis en 3, le déclenchement de la guerre. Vous le voyez, il y a d'un côté l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, et à l'opposé la France, le Royaume-Uni et l'Empire russe. Mais nous allons voir ça plus en détail. Alors tout d'abord, les rivalités européennes. La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle ont vu la montée des rivalités entre les puissances européennes. L'Allemagne s'impose comme la première puissance industrielle en Europe. Son dirigeant, l'empereur Guillaume II, veut mener une politique à l'échelle mondiale, une Weltpolitik. Et cette politique, à l'échelle mondiale de l'Allemagne, inquiète les Britanniques qui se lancent donc dans une course aux armements navals avec ces nouveaux cuirassés dont vous voyez la photo, appelés Dreadnought, et les puissances, à ce moment-là, se lancent dans les constructions navales pour rivaliser sur les mers, les Anglais ayant comme volonté de conserver une flotte supérieure aux deux flottes suivantes afin de pouvoir toujours dominer les mers. Alors ces puissances rivales, elles s'opposent notamment pour le contrôle des colonies. L'Empire britannique est encore à ce moment-là le numéro 1 au monde. Vous le voyez en orangé sur cette carte. Et elle a peur de la rivalité des autres puissances, notamment de la montée en puissance de la France en Afrique pendant le XIXe siècle. Vous voyez les colonies françaises en bleu sur cette carte et les rivalités avec la Russie en Orient. La Russie qui s'est étendue à la fois vers le sud et vers l'est et qui semble pouvoir menacer l'Empire britannique des Indes. Quant à la France, elle se déploie en Afrique et en Asie pour compenser d'une certaine façon sa défaite sur le continent européen en 1870 contre l'Allemagne, ce qui finalement la remet en face de l'Allemagne, notamment pour le contrôle du Maroc, avec deux crises, l'une en 1905 et l'autre en 1911. Autre aspect des rivalités entre les grandes puissances européennes, le choc des nationalismes en Europe. Tout d'abord avec la France qui souhaite récupérer les provinces perdues à cause de la guerre de 1870, ainsi qu'il apporte un antagonisme avec l'Allemagne. Vous avez ça sur la carte à droite de l'écran. Vous voyez la France en rose et l'Allemagne en bleu et les provinces perdues en bleu foncé. L'Italie, quant à elle, vise les terres irrédentes. Alors que sont les terres irrédentes? Ce sont des terres qui ont fait partie de l'histoire de l'Italie et qui ne sont plus sous la domination italienne au moment où va se déclencher la Première Guerre mondiale, mais sous la domination de l'Autriche-Hongrie. Et le royaume d'Italie, qui a créé l'unité italienne, souhaite récupérer ces terres, ce qui développe l'antagonisme entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie. La Russie, de son côté, puissance ascendante, puissance en plein développement, elle se veut la protectrice des peuples slaves qui partagent la même religion chrétienne orthodoxe qu'elle.
ce qui la pousse dans une rivalité avec l'Autriche-Hongrie dans la péninsule balkanique. Dans cet espace balkanique, justement, la Serbie, peuplée de Slaves orthodoxes, rêve de réunir tous les Slaves des Balkans sous son autorité. Et dans ce grand rêve panslave, elle s'oppose à l'Autriche-Hongrie qui a annexé la Bosnie-Herzégovine. Enfin, les peuples chrétiens des Balkans, ils veulent se libérer du joug ottoman. L'Empire ottoman possède encore de nombreuses terres et de nombreuses dépendances en Europe au début du XXe siècle, et c'est ce qui déclenche les guerres balkaniques en 1912 et 1913. Alors, qu'est-ce donc que ces guerres balkaniques? Il y a une première guerre en 1912 qui oppose une coalition d'États composée de la Bulgarie, de la Serbie, du Monténégro et de la Grèce, qui s'oppose à l'Empire ottoman. L'Empire ottoman est vaincu, mais finalement, chacun des pays vainqueurs veut un peu plus que son voisin et ils se retrouvent dans des disputes sans fin pour se partager les territoires conquis. Cette dispute conduit à une seconde guerre balkanique qui oppose en 1913 la Bulgarie à ses anciens alliés, donc à la Serbie, au Monténégro et à la Grèce. Ces guerres balkaniques annoncent par beaucoup d'aspects la Première Guerre mondiale et elles commencent déjà à plonger l'Europe dans une atmosphère de guerre, d'autant plus que chacun de ces États est soutenu en sous-main par les grandes puissances européennes rivales. Alors ces rivalités, elles débouchent sur la constitution de deux blocs antagonistes. Premier bloc, la Triple Alliance. En 1879 est créée la Duplice. L'Allemagne, par peur de la France, qu'elle souhaite continuer à isoler pour empêcher toute possibilité de revanche française, s'allie à l'Autriche-Hongrie qui, elle, a peur de la Russie. Et en 1882, c'est la Triplice qui est créée, ou Triple Alliance. C'est le moment où la Duplice est rejointe par l'Italie. L'Italie, en effet, s'est rapprochée de l'Autriche-Hongrie et de l'Allemagne, malgré ses revendications sur des terres que possède l'Autriche-Hongrie. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la France a imposé son protectorat en Tunisie, Tunisie que l'Italie se voyait bien comme une colonie potentielle pour elle. Et donc par déception, par dépit vis-à-vis de la France et de cette présence française en Tunisie, l'Italie s'est rapprochée de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Alors de l'autre côté se crée la Triple Alliance et de la même façon la Russie, elle, va se rapprocher de la France en 1893 car la Russie a peur de l'Allemagne et de l'Autriche. Quand elle voit que l'Allemagne et l'Autriche créent leur propre alliance sans l'inviter fermement, eh bien, elle a peur que cette alliance soit tournée contre elle, contre son expansion dans les Balkans, et elle se rapproche finalement de la République française, d'autant plus que la France, à l'époque, dispose de nombreux capitaux et que ces capitaux français sont prêts à s'investir en Russie. Alors cela permet le développement économique de la Russie, cet afflux de capitaux français, et pour la France, cela permet de se constituer une alliance de revers pour prendre l'Allemagne entre deux feux. Alors cette alliance franco-russe, elle est ensuite complétée par une politique diplomatique active du Royaume-Uni. En 1904, le Royaume-Uni se rapproche de la France, c'est l'entente cordiale. Ce n'est pas une véritable alliance stricte. Le Royaume-Uni ne souhaite pas s'engager auprès de la France, mais tout de même s'en rapproche. Et en 1907, il y a un accord entre la Russie et le Royaume-Uni, et finalement cet ensemble crée la triple alliance en face, la triple entente en face de la triple alliance. Alors, ces deux blocs antagonistes, ils ont en plus des stratégies qui sont offensives.
Du côté de l'Allemagne, c'est le plan Schlieffen que vous voyez dans la carte. Et ce plan Schlieffen, il prévoit d'éliminer rapidement la France pour se tourner ensuite contre la Russie. Pour l'Allemagne, il n'est pas question de mener une guerre défensive, mais bien une guerre offensive, en balayant d'abord la France pour se retourner contre la Russie qu'elle considère comme la véritable menace. Limite de ce plan, eh bien ce plan oblige les armées allemandes à passer par la Belgique pour contourner les défenses françaises les plus fortes. Et en passant par la Belgique, eh bien, l'armée allemande violerait la neutralité de la Belgique. Or, cette neutralité de la Belgique, elle est garantie par le Royaume-Uni. Du côté de la France, les généraux français ont aussi prévu une guerre offensive, une guerre qui vise à reconquérir l'Alsace-Lorraine, c'est ce que l'on appelle le plan 17. Cependant, pour ne pas avoir à faire face à toutes les forces allemandes, eh bien, ce plan 17 suppose que nos alliés russes attaquent les Allemands à outrance pour fixer le plus possible de l'armée allemande sur le front de l'Est pour que l'armée française puisse gagner et reprendre l'Alsace et la Lorraine. Des deux côtés, les militaires croient en une bataille décisive, une bataille qui leur permettrait de vaincre définitivement l'armée adverse en pas très longtemps. Alors, dans ce contexte de tensions croissantes, comme on l'a dit, ce contexte de guerre balkanique en 1912 et 1913, dans ce contexte de stratégie offensive des deux côtés, eh bien, le 28 juin 1914, c'est le drame, c'est l'attentat de Sarajevo, c'est François Ferdinand de Habsbourg, l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, qui est assassiné dans la Bosnie-Herzégovine récemment annexée par l'Autriche-Hongrie. Il est assassiné par un jeune nationaliste serbe lié à une organisation secrète terroriste serbe, elle-même manipulée par les services secrets serbes. Personne ne doute de l'implication de la Serbie dans cet attentat et l'Autriche-Hongrie obtient très rapidement le soutien de son allié allemand et envoie un ultimatum à la Serbie. Alors l'ultimatum c'est quoi? Ce sont des exigences fortes et en cas de non-exécution de cette exigence, alors l'Autriche-Hongrie promet donc d'intervenir militairement en Serbie pour régler elle-même l'affaire si la Serbie ne se soumet pas à l'ultimatum et à une enquête internationale avec la police autrichienne en Serbie pour démanteler les réseaux et punir les commanditaires de l'attentat. Évidemment, la Serbie sait très bien que cela remettrait en cause tout son appareil d'État qui est largement mouillé dans cet attentat et elle obtient le soutien de la France et de la Russie pour refuser de se soumettre à l'ultimatum. Dès lors, c'est l'engrenage qui emmène directement au déclenchement de la guerre. Le 29 juillet, l'artillerie autrichienne bombarde Belgrade. Le 30 juillet, la Russie mobilise pour soutenir la Serbie. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Le 3 août, la France déclare la guerre à l'Allemagne et dès le 4 août, les troupes allemandes pénètrent en Belgique pour attaquer la France, ce qui oblige d'une certaine façon le Royaume-Uni à entrer en guerre face à cette violation de la neutralité de la Belgique. Seule l'Italie, pourtant membre d'une alliance, reste neutre dans ce début de conflit. Alors tel qu'il est présenté avec ces rivalités et ces tensions, cet engrenage nous semble aujourd'hui complètement inéluctable. Cependant, tout n'a pas été si clair que ça pour les décideurs de l'époque. Certains ont cherché jusqu'au bout à éviter la guerre. Et finalement, dans chaque pays, c'est la logique générale, les choses qui avaient été préparées par les différentes armées qui ont prévalu. Les chefs militaires ont dit à leurs chefs politiques que s'ils prenaient trop de retard sur la mobilisation de leurs armées, alors ils seraient sûrs d'être battus. Donc à partir du moment où la Russie mobilise
pour défendre la Serbie, eh bien chaque pays mobilise à son tour et finalement tout court à la guerre sans pouvoir l'arrêter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de bien comprendre ce déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.